Bonjour, cette vidéo est spécifiquement destinée aux débutants sur Excel. Ceux qui n'ont jamais utilisé Excel, ou très peu, et qui veulent savoir réaliser leur premier tableau facilement. Donc, en 1 heure chrono, je vous propose de vous former rapidement et efficacement à Excel. Voici l'écran d'Excel que nous avons au démarrage. Pour commencer, nous avons un menu qui nous permet d'être à l'accueil, donc ici, ce que nous avons sur l'écran, de créer un nouveau classeur qui permet de travailler sur Excel ou d'ouvrir un classeur déjà existant. Le plus simple, souvent, est simplement de cliquer ici sur le pictogramme « Nouveau classeur ». Et oui, le fichier qui sert à travailler sur Excel s'appelle un classeur. Je clique une fois dessus et mon classeur s'ouvre. Ce classeur est constitué d'un ensemble de cases que l'on nomme des cellules. Ces cellules sont donc rangées par colonne et par ligne. Il y a beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes. La capacité de travail sur Excel dépend de la capacité et donc de la puissance de votre ordinateur. Je vais me positionner par exemple ici dans une cellule et en particulier la cellule A1. Je vois qu'il y a un petit cadre vert autour de cette cellule qui s'appelle A1. D'ailleurs, on rappelle en haut, ici dans cette zone, le nom de la cellule sur laquelle on est déjà positionné. Donc, je peux commencer à travailler sur cette cellule. Pour travailler, il suffit de taper simplement au clavier les informations. Si je veux créer un premier tableau, je peux donner déjà les titres et les sous-titres de mon tableau. Allez, par exemple, je veux faire une liste de commerciaux. Je valide en appuyant sur la touche Entrée. Quand je valide, ça veut dire que j'autorise Excel à prendre le contenu de ce que j'ai tapé et de l'introduire dans la cellule justement sur laquelle j'étais placé. On voit également que la cellule active n'est plus en A1. Elle est maintenant en A2. Je suis descendu dans la cellule inférieure. Je vais rentrer le nom de mes différents commerciaux. Par exemple, j'ai Marc, entrée, donc je change de cellule, Alain, entrée, Jules, entrée, Sophie, entrée. Ce qui valide à chaque fois la saisie. J'ai donc 4 commerciaux. Ces 4 commerciaux, on va dire qu'ils font des ventes. Et ils vont faire des ventes sur le mois de janvier. Donc j'écris ici en B1, donc vous voyez, je me positionne d'abord dans la cellule B1 simplement en cliquant sur la cellule. Et j'écris janvier. Pareil, je vais valider en faisant entrer. Ça passe à la cellule inférieure. Mais j'ai envie de continuer mon tableau sur la droite. J'ai envie de travailler sur les 6 premiers mois de l'année, donc de janvier à juin. Je reviens me positionner en B1, donc je clique sur la cellule B1, donc j'ai bien ce qu'on appelle la cellule active en B1, et on voit que ce cadre vert a une petite imperfection, si je puis dire. Il y a en bas, à droite, une poignée. Cette poignée, je peux donc tirer dessus. Je vais venir et ma croix blanche se transforme en croix noire, juste quand je suis sur la poignée. Je clique, je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et je déplace ma souris vers la droite. Cela s'appelle un cliquer-glisser. Et donc je vais me déplacer jusqu'en G1. J'effectue donc une recopie. Et comme je suis sur un mois, je recopie et j'incrémente le mois. Incrémenter, ça veut dire j'augmente de 1. Donc, je passe de janvier à février, mars, avril, mai, juin. Je vais compléter maintenant mon tableau en mettant 2 titres pour les totaux. Donc ici, je clique en A6, j'écris total. Je fais entrer. Je me positionne en H1, j'écris total. Je fais entrer. Je vais maintenant donner un petit peu de peps à ce tableau
en donnant des bordures, en mettant de la couleur, en mettant du gras. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour l'instant, les quadrillages que j'ai ne sont que des quadrillages de travail, mais ils ne matérialisent pas le tableau. Je vais donc sélectionner ce tableau qui va de A1 jusqu'à H6. Je clique en A1, je laisse mon doigt sur la souris, et je déplace ma souris pour venir me positionner en H6. Et je lâche le bouton de la souris. J'ai fait ce que l'on appelle une sélection. La première cellule, qui est ici en A1, reste blanche. Les autres deviennent grises. C'est normal. Car la cellule active reste la première cellule sélectionnée. Comme j'ai sélectionné toute cette zone, je vais donc pouvoir agir sur cette zone. Et en l'occurrence, je vais mettre ce qu'on appelle des bordures, du quadrillage. C'est le bouton que nous avons ici dans le groupe police. Je clique sur la petite flèche et j'ai tout un ensemble de bordures, intérieures, extérieures, supérieures, inférieures. Je vais prendre tout simplement toutes les bordures. Ça veut dire que je veux des bordures dans tous les coins de mes cellules et des cellules de toute la zone sélectionnée. On voit effectivement, tout est quadrillé. Je clique en dehors du tableau. Je désélectionne donc le tableau. Le grisé disparaît. Je vais maintenant prendre ici les titres. Donc je vais de A1 jusqu'à H1. Et je souhaite avoir ces titres en gras. Nous avons ici un bouton G pour le gras. Je clique. Donc nous avons une écriture maintenant en gras. J'aimerais également que tous ces titres soient centrés dans leurs cellules, car on voit qu'elles sont toutes à gauche des cellules. Pour cela, nous avons dans le groupe alignement des petits boutons qui vont nous servir à gérer les alignements. Alignement gauche, centré, alignement droit. Je vais donc cliquer sur le bouton du milieu, centré. Et ça va centrer les contenus de toutes les cellules que j'avais préalablement sélectionnées. Donc de H1 jusqu'à... de A1 jusqu'à H1. Je clique en dehors. Je peux faire la même chose avec les prénoms de mes vendeurs. Donc je clique de A2 jusqu'à A6. Je mets du gras et je peux les centrer. Je clique en dehors. Je m'aperçois que le mot commerciaux, le X est un petit peu coupé. Pourquoi? Tout simplement parce que la largeur de la colonne est pas tout à fait adaptée à la largeur du texte qui est contenu. Le mot commerciaux est quasiment à la largeur de la colonne. Mais je peux agrandir la colonne. Je vais cliquer ici sur le trait qui sépare les lettres A et B, donc les colonnes A et B. Je viens sur ce trait et on voit que le curseur a encore changé d'aspect. Je clique, je maintiens le bouton gauche appuyé et je glisse légèrement vers la droite, un tout petit peu. Je lâche, j'ai agrandi la colonne de gauche, donc la colonne A. Je vais pouvoir maintenant mettre un peu de couleur. Je sélectionne A1 jusqu'à H1 et j'aimerais également sélectionner de A2 jusqu'à A6. Si je le fais tout de suite, je vais perdre la précédente sélection. Il faut que je puisse faire ce que l'on appelle une multisélection. Donc j'ai déjà pris une sélection de A1 jusqu'à H1. Je vais maintenant appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. C'est la touche CTRL, CTRL. J'appuie et je la maintiens enfoncée. Et avec ma souris, je vais venir sélectionner de A2
jusqu'à A6. Je lâche le bouton de ma souris et le bouton du clavier. J'ai donc deux zones sélectionnées. On voit que c'est la cellule qui contient le mot marque qui est en blanc. La cellule active est donc en A2. C'est pas gênant pour la suite. Je vais donc choisir une couleur de fond de la cellule. C'est ici le bouton qui a la forme d'un pot de peinture. Jaune pour l'instant. Alors jaune, c'est un peu vif comme couleur de fond. Donc je vais cliquer sur la petite flèche qui est à côté et je vais choisir une couleur un petit peu plus douce. Ça peut être un bleu, un vert, un orange. Allez, on va prendre par exemple ici orange. Et je clique en dehors. Ça valide mon choix. Je vais maintenant saisir mes valeurs de vente de chacun de mes commerciaux pour les 6 mois. Je vais me positionner pour cela en B2 et je vais saisir le nombre de ventes effectuées par Marc en janvier. Alors imaginons, il a effectué 25 ventes. Je tape 25 et je valide en faisant entrer. Je passe donc à la cellule inférieure. On voit que le 25, cette fois-ci, est placé à droite de la cellule. Précédemment, on avait tapé des textes qui étaient à gauche. Les numériques, eux, seront à droite. Ça, ce sont des positionnements par défaut. Bien évidemment, on peut changer les alignements après. On l'a déjà fait pour les textes, on le fera juste après pour les numériques. Je vais continuer ma saisie. Donc, Alain, par exemple, combien de ventes a-t-il fait en janvier? 19. Entrée. Et je continue comme ça ma saisie. Donc, je vais faire une saisie un peu rapide pour ne pas perdre de temps sur notre temps de formation. Donc, je rentre quelques valeurs, à peu près dans les mêmes proportions, pour avoir quelque chose qui se tient. Voilà, je me déplace, tout simplement en utilisant la souris, ou alors les flèches de direction. Il est tout à fait possible de se déplacer à l'intérieur d'un tableau, surtout pendant la saisie, avec les flèches de direction. C'est ce que je suis en train de faire. Et à chaque fois je valide, je passe à la cellule inférieure. Quand je veux changer de colonne, j'utilise les flèches de direction. Voilà. J'ai donc saisi l'ensemble de mes valeurs. Je peux donc, comme je l'avais précédemment cité, sélectionner de B2 jusqu'à G5, donc l'ensemble des éléments numériques que je viens de saisir, donc B2 jusqu'à G5, et je vais centrer ces valeurs. Donc simplement, venant ici dans l'alignement, on centre. Je vais même choisir de mettre ces valeurs en bleu. Pour cela, je vais changer la couleur de la police. C'est ici, ce bouton avec un A, pour l'instant positionné en rouge. Je clique sur la petite flèche et je choisis la couleur bleue. Je clique en dehors du tableau pour valider. Je vais maintenant effectuer les totaux pour mes différents mois. J'aimerais savoir combien de ventes ont été réalisées sur l'ensemble du mois de janvier. Et je veux ce résultat ici en B6. Donc je me positionne en B6. Et dès l'instant que je veux faire comprendre à Excel que j'ai envie d'avoir un calcul, une formule, je vais commencer par taper le signe égal. Alors sur une calculatrice, on tape le égal toujours à la fin pour avoir le résultat. Mais sur Excel, on les tape dès le début. Égal. Et là, Excel comprend qu'on va faire un calcul. La méthode la plus classique, c'est de faire B2, je clique en B2, plus, je clique en B3, plus, je clique en B4, plus, je clique en B5. J'ai terminé, je fais entrer. J'ai mon résultat, 112. C'est la méthode la plus simple, mais pas forcément la meilleure. On voit qu'elle est un petit peu pénible. Et encore, nous n'avons que 4 valeurs numériques. On peut parfois avoir des tableaux avec beaucoup plus de valeurs numériques sur lesquelles on veut faire des additions.
donc ça peut être long, pénible. Il y a donc une méthode plus rapide pour faire l'addition. Je vais le faire à côté sur le mois de février. Je me positionne en C6. Et cette fois-ci, je ne vais pas taper égal. Je vais utiliser un bouton qui est là-haut sur le ruban, qui s'appelle la somme automatique. Il y a d'ailleurs un signe sigma, qui est le signe de la somme. Je vais cliquer une fois sur ce bouton. Automatiquement, Excel va rajouter le égal, parce qu'il comprend qu'on va faire un calcul. Et il utilise ce que l'on appelle une fonction. Et la fonction qui permet de faire des additions, c'est la somme. Donc, il me propose égale somme. Toutes les fonctions ont des parenthèses, une ouvrante et une fermante. Et à l'intérieur des parenthèses, on a ce qu'on appelle les arguments, donc les valeurs. Là, en l'occurrence, il va me donner les valeurs qui vont de C2 jusqu'à C5. L'écriture est très simple. C'est C2, 2 points, C5. Ça veut dire 2 jusqu'à. Je n'ai rien tapé. C'est Excel qui l'a fait pour moi. Simplement en cliquant sur le bouton somme automatique. Je n'ai plus qu'à valider en faisant Entrée. Et j'ai mon résultat. On va le refaire une fois pour être bien certain de l'avoir capté. Je me positionne pour mars ici en D6. Je clique sur le bouton Sigma et je fais Entrée. Et je peux faire ça à chaque fois. Je clique ici, Sigma, je regarde, somme E2, E5, c'est bon, Entrée. Et je fais le mois de mai, Sigma, somme F2, F5, oui, Entrée. Et je le refais une dernière fois. Somme automatique, somme G2, G5, oui, c'est bon, Entrée. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser la somme automatique que de poser une addition avec des plus. Mais les deux sont faisables. Je vais refaire cette manipulation, cette fois-ci, avec les lignes, avec une petite variante, encore plus rapide. Je me positionne en H2. Et j'aimerais avoir la somme de toutes les ventes effectuées par Marc pendant les 6 mois. Donc, c'est B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus G2. Ça commence à faire un peu long. Donc, je vais utiliser la somme automatique. Je clique sur la somme automatique et Excel me propose égale somme de B2 jusqu'à G2. Donc B2, 2 points G2. Sympa. Je valide. Mais cette fois-ci, la validation, on va faire autrement qu'avec la touche Entrée qu'on utilise depuis tout à l'heure. Je vous propose maintenant de cliquer avec la souris ici sur cette petite coche qui est à côté de ce qu'on appelle la barre de formule. Il y a ici une petite coche et cette coche, c'est la coche de validation. C'est comme Entrée. À une toute petite différence près. Quand j'utilise la touche Entrée, je valide et je passe à la cellule d'en dessous. Alors qu'avec la coche, je valide et je reste sur la cellule dans laquelle j'ai fait le calcul. C'est une toute petite différence, mais qui peut avoir son importance. Car là, comme je suis resté positionné sur la cellule sur laquelle j'ai fait le calcul, je vais en profiter pour prendre la petite poignée qui est en bas de la cellule. Je viens dessus, je clique et je glisse vers le bas jusqu'en H6. Et je vais faire une recopie de la formule. La recopie s'effectue et sur chacune des lignes, il y a une adaptation. C'est-à-dire que dès l'instant où j'étais sur la ligne 2, j'avais B2, G2. Si je passe sur la ligne 3, j'ai B3, G3. Sur la ligne 4, j'ai B4, G4. Sur la ligne 5, j'ai B5, G5. Et ainsi de suite. Ça aussi, c'est très fort et ça permet de travailler très vite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à finir de donner un petit peu de peps à mes résultats. Je sélectionne de B6 jusqu'à H6. Puis,
touche CTRL, et de H2 jusqu'à H5. Donc j'ai pris toutes ces cellules, elles sont donc grisées. Ce que je me propose, c'est de les centrer, de les mettre en gras et en rouge. Donc je viens changer la couleur avec la petite flèche ici. Et je les mets en rouge. Et je clique à l'extérieur, car j'ai terminé. Donc on voit, ça y est, j'ai fait mon premier tableau, et il a effectivement de la couleur, il est présentable, et il a des calculs. Très simplement. Je vais continuer maintenant, puisque nous sommes arrivés à 20 minutes, il nous reste encore du temps. On va donner un petit peu plus d'éléments sur notre tableau. Il serait peut-être adéquat de mettre un titre au-dessus de notre tableau, qui serait par exemple « Tableau des ventes du semestre ». Mais je n'ai pas prévu de ligne au-dessus. J'ai commencé sur la ligne 1. Ce n'est pas grave. Je peux déplacer un tableau. Je vais sélectionner de A1 jusqu'à H6. Donc ça veut dire que je sélectionne l'intégralité de mon tableau. Donc de A1 jusqu'à H6. On voit que au contour de ce tableau, il y a un trait vert. Ça veut dire que ce tableau est sélectionné. Je vais venir me positionner exactement sur le trait justement du contour. Mais n'importe où sur ce trait. Vous voyez, je me mets ici. Et on voit que le curseur change d'aspect. Au lieu d'avoir une croix blanche, ça devient une croix noire avec des petites flèches. Je clique et je garde le doigt appuyé sur le bouton gauche de ma souris et je déplace ma souris. Et en déplaçant ma souris, je déplace mon tableau. Tant que je ne lâche pas le bouton, rien ne se passe. Je vais venir me positionner ici, par exemple, voilà, en B3. Je relâche et mon tableau s'est déplacé. J'ai donc maintenant deux lignes au-dessus de mon tableau et une colonne à gauche. Bien évidemment, comme j'ai déplacé mon tableau, les largeurs de colonnes sont plus tout à fait justes. La preuve, ma colonne B ici était plus petite en largeur que la colonne A, donc le mot commerciaux ne se voit pas très bien. Donc je vais pouvoir à nouveau cliquer et agrandir un petit peu ma colonne. Je clique en dehors pour valider. Je vais maintenant taper le titre de mon tableau au-dessus. Alors je viens sur la ligne 1, ici en B1, je clique et je donne le titre. Tableau des ventes du semestre 1. Je valide avec la coche. Je reste donc sur la cellule B1. Je vais maintenant sélectionner les cellules qui vont de B1 jusqu'à I1. Je prends donc toutes les cellules qui sont au-dessus du tableau et qui correspondent exactement à la largeur totale de mon tableau. Et je vais faire en sorte que ce titre soit positionné au centre exact par rapport à mon tableau. Et je vais faire ce qu'on appelle un fusionné centré. Pour cela, j'ai un bouton sur le ruban qui s'appelle ici fusionner et centrer. Je clique une fois dessus. Le texte qui était en B1 est venu maintenant se positionner, mais vraiment au centre de ma sélection qui était entre B1 et I1 et qui correspondait à la largeur totale de mon tableau. Je suis toujours sur cette cellule qui est donc maintenant plus qu'une seule et même cellule. Je n'ai plus du B1, C1 jusqu'à I1. Non, j'ai une cellule qui va de B1 à I1. Je vais mettre du gras. Je vais maintenant agrandir la police. Alors nous avons un bouton ici avec un grand A et à côté un petit a. Le grand A c'est pour agrandir la police. Le petit a c'est pour réduire la police. Donc je vais cliquer sur le grand A. Et donc pour l'instant je suis en 12. Je clique une fois, je passe en 14. Je reclique une fois, je passe en 16. Je reclique une fois, en 18. Et encore une dernière fois, je passe en 20.
Tant que je suis encore sélectionné sur ce titre, je vais même en profiter pour changer la couleur de fond. Donc je viens sur le pot de peinture, j'ouvre la liste, et je vais prendre par exemple du bleu cette fois-ci. J'ai donc mon titre au-dessus de mon tableau. Mon tableau est bien présenté. Donc forcément, j'ai envie de l'imprimer. Pour imprimer un tableau, c'est Fichier, Imprimer. C'est là que les ennuis commencent. Et oui, mon tableau est beaucoup plus large que la largeur d'une feuille A4. La preuve ici, mon tableau, vous voyez, est un peu décalé. Il va jusqu'au mois d'avril. Et en bas, on voit qu'on a un sélecteur 1, 2. Et donc ça veut dire qu'on a la première feuille de 2 feuilles au total. Si je clique sur la petite flèche, je vais à la page suivante. J'ai la suite de mon tableau. Ça veut dire que ce tableau va être imprimé sur 2 feuilles, ce qui n'est pas très judicieux. Je peux, bien évidemment, changer l'orientation de ma feuille. Et je peux passer en ce qu'on appelle paysage. On l'a ici, on a un bouton dans les paramètres, là, orientation portrait, je sélectionne et je me mets en paysage. Donc automatiquement, mon tableau est maintenant en entier sur la page. Et on voit bien dans le sélecteur, que je suis à 1 de 1. J'ai donc une page. Mais comme j'avais ajouté une colonne à gauche, cette colonne apparaît et on s'aperçoit qu'ici la distance à gauche est plus grande que la distance à droite. C'est pas centré, c'est pas forcément très joli. J'aurais peut-être pas dû ajouter une colonne ici sur la gauche. Je vais donc retourner sur ma feuille. Je clique là-haut sur la petite flèche, ça veut dire retour à la feuille. Et je m'aperçois qu'effectivement cette colonne ne sert pas à grand chose. Donc pas de problème. Je clique ici sur le nom de la colonne A qui va se changer en couleur verte. Je clique une fois. La colonne se sélectionne, elle est grisée. Et pour supprimer cette colonne, je vais faire un clic-bouton de droite sur la colonne. Donc, clic, bouton de droite. Cela ouvre un menu qui s'appelle un menu contextuel. Je vais sélectionner la commande « Supprimer ». Ma colonne se supprime et le tableau se redécale vers la gauche. On voit d'ailleurs qu'il y a un petit trait pointillé, ici très fin, entre les colonnes I et J. Cela marque la fin de l'impression. Si je reviens dans Fichier, Imprimer, je retrouve l'aperçu de ma future impression. Mais cette fois-ci, je m'aperçois qu'effectivement mon tableau est bien sur la gauche, mais il n'est pas centré et sur la droite, j'ai beaucoup d'espace. J'ai donc ici un petit lien qui s'appelle « Mise en page ». Je vais cliquer une fois dessus. Une boîte de dialogue s'ouvre avec différents onglets. Je retrouve l'orientation. Ce qui m'intéresse, c'est le bouton ici « Marge », donc l'onglet « Marge ». J'ai exactement les valeurs de chaque côté de ma feuille, qui correspondent aux marges laissées. Je vous conseille de garder ces valeurs pour l'instant, puisque notre tableau est correct. Mais on pourrait éventuellement les changer dans le cas d'un tableau un petit peu juste. Par contre, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir un tableau centré, plus présentable. Et donc, c'est là que je vais trouver deux boutons, centrés sur la page, horizontalement et verticalement. Donc, je vais cliquer sur horizontalement et sur verticalement. OK. Et là, je me retrouve avec mon tableau, bien centré sur ma page. Les marges de chaque côté
à gauche et à droite sont identiques et corrects. Et j'ai mon tableau au milieu. Si vous souhaitez juste le centrer par rapport à l'horizontale et non pas par rapport à la verticale, vous revenez sur le bouton, sur l'onglet, et on décoche par exemple vertical. On ne garde qu'horizontal. OK. Donc on a bien les marges identiques à droite et à gauche, et notre tableau en haut. À tout moment, je peux revenir en cliquant sur la flèche. Continuons notre tableau. Je vais maintenant réaliser un graphique qui représente mes informations. Je sélectionne d'abord les valeurs que je veux représenter graphiquement. Donc là, en l'occurrence, ce que j'aimerais faire, c'est représenter l'ensemble des commerciaux et le total de leurs ventes sur un graphe en secteur, ce qu'on appelle habituellement un camembert. Je sélectionne pour cela les cellules allant de A3 jusqu'à A7. Et les valeurs numériques qui m'intéressent sont loin, elles sont en H. Donc je ne peux pas les prendre tout de suite. Je vais utiliser pour cela la touche CTRL de mon clavier. J'appuie et je la maintiens enfoncée. Puis je viens sélectionner les cellules qui vont de H3 jusqu'à H7. Je relâche. J'ai donc les informations en A et les informations en H. Je vais donc insérer mon graphique. Je vais en haut sur l'onglet Insertion. Le ruban change d'outil. J'ai un groupe qui s'appelle Graphique. Et dans ce groupe Graphique, j'ai tout un ensemble de graphiques possibles. Celui qui m'intéresse, c'est ici les camemberts, donc les graphes en secteur. Je clique sur la petite flèche. J'ai des représentations, donc je vais prendre la première, tout simplement. Je clique. Et on voit que le graphe en secteur se dessine immédiatement. Je peux cliquer sur la zone blanche de ce graphique et faire un cliquer glisser pour venir le placer en dessous de mon tableau. Il y a des petits ronds blancs autour de ce graphique, ça s'appelle des poignées. Je peux venir sur des poignées et tirer mon graphique pour l'agrandir. Ce graphique, les couleurs ont été choisies automatiquement. Et on retrouve en bas une légende qui correspond à chacune des couleurs. Marc est en vert, Alain est en orange. Marc est en bleu, Alain est en orange, Jules est en vert, Sophie est en bleu clair. En haut, mon ruban a changé d'aspect. J'ai maintenant des outils qui sont en rapport avec la création du graphique. Je peux donc changer ce qu'on appelle le style et prendre un style différent. Ce qui est bien pour un camembert, c'est d'ajouter les pourcentages. Je peux même changer le titre. Je vais cliquer sur le titre et je vais le changer en mettant répartition des ventes par vendeur. Et je clique à côté pour valider. Donc vous voyez, le graphique est aussi très simple à réaliser. Il suffit de sélectionner les données et d'aller dans l'onglet Insertion et de désigner le type de graphique qu'on veut. Maintenant que mon travail est terminé, bien évidemment, je peux le sauvegarder et l'imprimer. Pour sauvegarder, vous avez là-haut une petite disquette. On clique dessus. Si on n'a pas donné de nom à notre classeur, on va donc pouvoir en donner un tout de suite. Donc par exemple ici il s'appelle classeur 1, c'est pas très judicieux. On va l'appeler plutôt par exemple tableau des ventes. L'endroit où cela va se sauvegarder, donc moi je le sauvegarde sur mon cloud, OneDrive.
et je dis enregistrer. Voilà, il est sauvegardé. D'ailleurs, le nom est maintenant apparent en haut dans le bandeau de titre. Dans les versions 365, il va même vous positionner un enregistrement automatique coché par défaut. Ça veut dire qu'il n'y a même plus besoin de demander à le sauvegarder, il le fera automatiquement à votre place. Vous pouvez le laisser tel quel, et il va toujours sauvegarder à votre place. Si cela vous gêne, vous pouvez décocher. Par contre, il n'y aura plus d'enregistrement automatique, et c'est à vous de penser à sauvegarder avant de quitter votre travail, tout simplement en cliquant sur la disquette ici. Je vais vérifier mon impression, fichier imprimé, et effectivement, je vois bien que j'ai mon tableau avec mon graphique en dessous, tout en couleur. Et donc, je peux imprimer tel quel mon document. Je reviens en arrière. J'ai terminé mon premier exemple. Nous allons fabriquer un second. Pour cela, je vais changer de feuille. En bas, Excel m'a donné dans mon classeur une ou plusieurs feuilles. En l'occurrence, la première feuille sur laquelle je travaille s'appelle feuille 1. Mais ici, j'ai feuille 2, feuille 3. Je pourrais même cliquer sur le petit bouton plus et avoir feuille 4, petit bouton plus, feuille 5, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on rajoute des feuilles. On peut même éliminer des feuilles. Il suffit de faire un clic bouton de droite sur le nom de la feuille. Un menu contextuel apparaît et je peux supprimer la feuille. Si elle est vide, il ne pose pas de questions. Si elle contient des informations, il va vous demander « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la feuille ?» Je vais supprimer également feuille 4. Je reviens sur feuille 1, donc je clique sur l'onglet. J'ai envie de changer le nom de cette feuille, parce que feuille 1, ce n'est pas très parlant. Je fais un clic bouton de droite sur l'onglet de la feuille, menu contextuel, renommer. Et je vais donc renommer ma feuille. Donc on va l'appeler par exemple tableau des ventes. Entrée. Et ça valide. Je clique sur la disquette pour enregistrer. Il ne me redemande pas le nom, puisqu'il conservera le même nom. Je peux donc maintenant venir sur la feuille 2, qui va être mon nouvel exemple. Pour cet exemple, je vais prendre le cas d'un certain nombre, encore une fois, de commerciaux. Donc on va les appeler des vendeurs. J'ai donc Charles, Julie, Paul et Effie. Les 4 vendeurs ont réalisé un chiffre d'affaires en 2022, donc CA 2022. Je valide avec la coche et je tire la poignée à côté pour avoir CA 2023. Et oui, ça encore, c'est une astuce. Quand on a un texte et un numérique, si on fait une recopie, Excel recopie le texte, donc CA, mais il incrémente le numérique. Donc ça veut dire qu'il rajoute 1. Donc 2022, 2023. J'ai donc des chiffres d'affaires qui ont été réalisés par mes 4 vendeurs. Alors imaginons 80 500, 92 100, 58 900 et 65 200. En 2023, ils ont également réalisé un certain nombre de chiffres. 95 400, 96 300, 55 800 et 69 500. Je vais arranger mon tableau. Donc je sélectionne de B3 jusqu'à D7. Je centre. Je mets les bordures. Je sélectionne de B3 à D3. Contrôle.
de B4 à B7. Je mets ça avec un fond de couleur et en gras. Comme ce sont des chiffres d'affaires, ce sont donc des euros. Donc je vais sélectionner de C4 jusqu'à D7. Et sur le ruban, j'ai un petit bouton ici. Alors ça représente un billet avec des pièces. C'est ce qu'on appelle le format monétaire. Je clique dessus. Excel transforme ça en rajoutant les décimales, en séparant les milliers et en ajoutant le signe euro. Je vais me positionner en dessous de mon tableau ici, en B8, total. Et à côté, j'aimerais faire la somme des 4 chiffres d'affaires pour avoir le chiffre d'affaires global de mon activité. Donc, je fais sigma. Il me donne la somme de C4 2.C7. Je valide avec la coche. Comme j'ai une valeur supérieure aux précédentes, automatiquement, on l'a vu très vite, Excel va même ajuster la largeur de ma colonne. Alors ça, ce sont des petites subtilités dans Excel. Parfois, on va se retrouver avec des colonnes un peu justes ou plus petites que les largeurs. C'est à nous de modifier la largeur. Et d'autres fois, Excel va le faire pour nous. Je prends la poignée ici en C8 et je tire à côté en D8. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Premier cas, il a fait l'ajustement automatique et il s'est mis à une largeur plus grande. Super, bravo Excel. Je fais une recopie, je me retrouve dans l'autre colonne et là, il ne change pas la largeur. Et qui plus est, il ne me donne pas le résultat. Il m'affiche des dièses. Quand vous avez des séries de dièses comme ça, il ne faut pas paniquer. Ça veut tout simplement signifier qu'il n'a pas assez de place pour afficher le résultat. La largeur de la colonne n'est pas adaptée. Donc, je viens sur le trait de séparation, puisque c'est dans la colonne D, je viens sur le trait entre D et E. Je viens sur le trait ici, je clique et je glisse légèrement sur la droite. Donc j'agrandis la largeur de ma colonne. Donc maintenant, la valeur apparaît. Je vais sélectionner ces 3 cellules, je mets un quadrillage, je mets ici le bleu, on va reprendre le même, en gras, et on va le centrer. Et là, tant que j'y suis, je vais prendre ces 8, D8, et je vais les mettre en rouge, et en gras, pour bien montrer que c'est les totaux. Maintenant, ce qui m'intéresse dans ce genre de tableau, c'est de voir ce qu'on appelle l'évolution. Chaque vendeur a réalisé sur une année précise un certain nombre de ventes, et donc d'un chiffre d'affaires qui en est déduit. Maintenant, j'aimerais voir comment a évolué le vendeur au cours de 2 années. Donc, je rentre ici, en E3, l'évolution. Des ventes. Là, délibérément, je tape un texte beaucoup plus long que la largeur. Donc, bien évidemment, je vais changer la largeur. Je vais faire en sorte que mon titre soit identique que le titre précédent, donc sur fond bleu avec du gras. Mais là, encore, je vais essayer d'être astucieux. Je clique en D3 et je vais utiliser le petit pinceau ici, qui est dans le presse-papier. Je clique dessus. En fait, le pinceau va reproduire le format, donc l'aspect visuel. Il a recopié cet aspect visuel, je viens à côté, mon petit curseur est associé à un pinceau, je clique une fois, il a reproduit le bleu et le gras. Par contre, il recopie le format, mais pas la largeur. Vu que j'ai mis du gras, j'ai donc augmenté la taille de mes caractères, j'étais un peu juste, donc ma largeur est un peu juste.
je dois agrandir un peu ma largeur. Je sélectionne les cellules en dessous et je mets le quadrillage. Maintenant, je vais calculer cette évolution. Je clique en E4, et là, il n'y a pas de fonction pour faire ça. Il n'y a pas la somme automatique. C'est une différence. C'est donc une soustraction. Je vais poser la soustraction. Égale la valeur de 2023 moins la valeur de 2022. Et je valide. 6900. Je prends la petite poignée qui est en E4 et je tire vers le bas. Il a donc fait tous les calculs. Et pour Paul, qui a donc fait un chiffre d'affaires moins important en 2023 par rapport à 2022, nous avons un moins. Nous avons donc une valeur négative. Je viens ici sur la cellule D8, qui est en rouge. Je prends le petit pinceau, une fois, et je viens en E8, et je clique une fois. Donc je me retrouve également avec un format en rouge. Voilà, j'ai mon tableau. Maintenant, j'ai le montant de l'évolution en valeur. Ce qui serait intéressant, c'est de l'avoir également en pourcentage, donc en proportion. Je viens en F3. Et je vais mettre le taux d'évolution. Je clique en E3, pinceau, je clique en F3. Et je viens ajuster la largeur. Je viens en F4 jusqu'en F8 et je rajoute les quadrillages. Je clique en F4. Comment calculer un taux d'évolution? C'est égal. Parenthèse ouvrante. La formule habituelle est toujours la même. C'est nouveau moins ancien que divise ancien. Nouveau, c'est le chiffre d'affaires 2023. C'est donc D4. Moins ancien, c'est le chiffre d'affaires 2022. C4. Je ferme ma parenthèse. Diviser, c'est la barre de fraction. Et je divise par ancien, donc c'est-à-dire C4, le chiffre d'affaires 2022. Donc, nouveau, moins ancien, que divise ancien. D4 moins C4, entre parenthèses, puisque c'est tout ça qui va être divisé par C4. Et je valide avec la coche. J'obtiens une valeur qui est 0 et quelque chose. Alors ça, c'est très bon. Un taux doit toujours être inférieur à 1. Donc c'est toujours quelque chose à partir de 0, virgule et une série de chiffres. Donc, c'est bon signe. Mais c'est pas très parlant. Donc je reste sur cette cellule, et je vais utiliser sur le ruban, là, dans le groupe nombre, un petit bouton ici qui est pourcentage. Je clique sur ce bouton pourcentage, et cela transforme mon 0,07 en 8%. Attention, il a fait un arrondi. Je vais donc utiliser les petits boutons qui sont ici, qui permettent d'ajouter des décimales ou d'en retirer. Donc là, en l'occurrence, je vais en ajouter. 1, 2. Et donc, la vraie valeur, c'est 7,80%, et non pas 8%. Maintenant que j'ai fait ce travail d'ajustement, je peux prendre la poignée et tirer vers le bas. Je peux venir en F8, mettre en rouge et en gras. Donc, j'ai l'évolution de chacun de mes vendeurs et j'ai l'évolution
de l'ensemble de mon activité pour les 4 vendeurs. Je vais donc maintenant représenter ça graphiquement. Je sélectionne de B3 jusqu'à B7, touche CTRL, et je sélectionne de F3 jusqu'à F7. Je relâche. J'actionne ici l'onglet Insertion. Je prends le graphe en secteur. Je prends le premier. J'ai donc mon taux d'évolution. Je déplace mon graphique en dessous. Je l'agrandis un peu. Je sélectionne les pourcentages. Donc je vois effectivement pour chaque part le pourcentage et on voit bien la part négative pour Paul. Donc je retrouve la même chose que l'exercice précédent. Et je veux donc maintenant aussi pouvoir vérifier que je vais pouvoir imprimer correctement ce travail. Donc je vais sur Fichier, Imprimer. Et je vois effectivement mon travail, mais avec une marge un petit peu trop grande. Donc, mise en page, marge, et je clique sur centrer la page horizontalement. OK. J'ai donc effectivement un centrage qui est correct. Et pas si correct que ça. Je me retrouve encore avec le problème d'une marge beaucoup plus faible à droite par rapport à la gauche. C'est pas joli. Je reviens en arrière, je vérifie. Ah bah oui, bien sûr. J'ai encore mis une colonne de trop à gauche. Je clique. Bouton de droite, menu contextuel, supprimer. Ça se décale vers la gauche. Je clique en dehors. Je vérifie à nouveau mon impression. Et là, c'est correct. J'ai vraiment des marges identiques de chaque côté. Je peux donc imprimer. Donc vous voyez effectivement avec ces exemples, je vous ai montré aussi que ça ne sert à rien de laisser des colonnes vides, puisque ça va modifier votre mise en page. De la même manière, je peux laisser en haut des lignes vides, mais peu de lignes, une ou deux, parce que j'envisage plus tard de faire un titre. Là, en l'occurrence, je vais ajouter le titre de mon tableau. Je clique en A1, et là, on a le tableau des CA 2022 et 2023. Entrée. Je sélectionne de A1 jusqu'à E1. Fusionner, centrer. J'agrandis avec le bouton grand A. 1, 2, 3 pour aller jusqu'à 20. Je mets du gras. Et je change la couleur. Allez, on va mettre du vert pour changer. Voilà. J'ai donc tout en haut mon titre, mon tableau et mon graphique. Je vérifie mon impression. Fichier, imprimer. Effectivement, tout est bien présenté. Je peux donc imprimer. Je reviens en arrière. Je vais renommer ma feuille. Clic, bouton de droite, ici sur l'onglet Feuille 2. Renommer. Et je l'appelle Tableau DCA 2022 et 2023. Entrée. Et je sauvegarde. En cliquant sur le pictogramme enregistré. Et je peux cliquer en dehors. Voilà, on arrive quasiment au terme de cette première vidéo où on apprend à utiliser Excel.
Je rappelle, l'objectif est vraiment de montrer aux débutants, aux vrais débutants, ce que l'on peut faire avec Excel, comment on peut fabriquer ses premiers tableaux. Bien évidemment, ce que je viens de vous montrer, il faut le faire et le refaire et s'en imprégner. Donc ne pas hésiter à reprendre cet exemple, à le refaire, à le modifier. L'avantage de la vidéo, je ne vous le cache pas, c'est de faire pas à pas. Donc on peut cliquer sur le bouton pause, revenir en arrière, aller plus en avant. Vous êtes là libre de faire comme vous voulez pour revoir cet apprentissage. Bien évidemment, je vais tourner d'autres vidéos par la suite. Toujours pareil, vous faire des démonstrations complètes en à peu près 1 heure chrono. C'est largement suffisant pour commencer à s'entraîner, à découvrir le logiciel et à l'approfondir petit à petit. Pour compléter ce genre de formation, il y a les autres vidéos de la chaîne, qui sont donc des vidéos très courtes à chaque fois, moins de 10 minutes, en règle générale c'est entre 3 et 10 minutes, qui sont elles sur des fonctionnalités très précises. À chaque fois je développe une fonctionnalité, une fonction, une commande, je donne un aperçu de ce qui est réalisable, il y a des exercices, des corrections d'exercices, et bien évidemment tout l'ensemble des livres que j'écris régulièrement et que je publie sur la plateforme Amazon en l'occurrence, pour les débutants, les intermédiaires et les experts. Donc n'hésitez pas à vous documenter de tout ce qui existe et de tout ce que je produis. C'est largement fourni en démonstration, en vidéo et en exercice, et même en exercice corrigé. Profitez bien de cette vidéo et je vous retrouve bien évidemment le plus tôt possible pour vous présenter d'autres vidéos pour continuer votre apprentissage sur Excel, mais également d'autres vidéos sur Word et sur PowerPoint. Faites votre choix, prenez ce qui vous intéresse, c'est gratuit, c'est à disposition et surtout à vous tous, bonne formation et bon tableau. À bientôt. N'oubliez pas d'ajouter un petit pouce à la vidéo si vous avez aimé, on apprécie effectivement et ça aide énormément. Et abonnez-vous, vous serez averti de toutes les prochaines vidéos sur les outils bureautiques. À bientôt.